Bienvenue sur le podcast de Je suis avec Aïda Elamrani. Merci. Merci d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. La première question que je vais te poser, tout simplement, c'est de te présenter, de nous parler de ton parcours et de tes intérêts en général. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait toujours super plaisir de pouvoir parler de mes sujets. En plus, ce sont des sujets qui sont vraiment pas très bien compris. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager dessus. Et donc, effectivement, je m'appelle Aïda Elamrani. Et mon parcours, c'est un long parcours, c'est un peu un parcours de combattant. On va pas non plus trop rentrer dans les détails, je pense vraiment pas que ce soit le plus intéressant de la conversation d'aujourd'hui. Mais en fait, je suis vraiment née dans l'informatique. J'ai toujours eu des ordinateurs autour, j'ai commencé la programmation quand j'étais très jeune. Et donc déjà à l'époque, j'étais tellement proche de mon ordinateur, c'est-à-dire que je le démontais dans tous les sens, je le remontais. Enfin, j'étais vraiment une petite fille passionnée d'informatique. Donc déjà à l'époque, en fait, je me posais la question, mais est-ce qu'un jour l'ordinateur pourra me comprendre ? Aujourd'hui, on a ChatGPT, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est vraiment ça la compréhension ? On va pouvoir rentrer plus dans le vif du sujet. En tout cas, j'ai toujours été du coup vraiment passionnée aussi de sciences et de philosophie. Ce qui m'a amené naturellement à étudier l'informatique fondamentale et donc des sujets très pointus en informatique comme la complexité algorithmique, arriver un petit peu à comprendre, à comparer les différents algorithmes, est-ce qu'ils sont compliqués ou pas, quels sont plus difficiles que d'autres. Et ça révèle un petit peu des choses vraiment des choses très fondamentales sur la structure mathématique du monde. Et ça m'a aussi naturellement amené à m'interroger sur la conscience artificielle. Assez tôt. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. À l'époque, c'était très difficile de travailler dessus parce que c'était beaucoup moins pris au sérieux. C'est de la science-fiction il y a 10 ans pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, mais en réalité, quand on comprend bien les questions fondamentales à la fois en philosophie et en informatique, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est vraiment le sujet sur lequel on veut travailler. Et donc voilà, donc après naturellement, je me suis orientée vers la recherche et à partir de là, dans la recherche, donc j'ai travaillé sur pas mal de sujets différents à travers notamment l'analyse de données. Ça c'est un outil pratique qui permet de s'incruster dans pas mal de projets différents. Donc j'ai par exemple à un moment été dans les interfaces cerveau-machine, je travaillais sur la créativité dans la science, enfin plein de trucs différents. Et puis j'ai aussi, à côté de ça, participé à Paris à monter pas mal d'initiatives autour de l'éthique de l'IA, donc des universités, des collègues, monter des cours, monter des conférences, des groupes de réflexion. Là, en ce moment, on a encore un séminaire en cours qui est sur la philosophie de l'intelligence artificielle, enfin philosophie et intelligence artificielle. Et donc, mes recherches, elles sont vraiment sur l'intersection à la fois de la conscience artificielle et de l'éthique de l'IA, de l'informatique fondamentale et de la philosophie. Ok, cool. C'est vrai qu'il y a plein de portes qu'on pourrait emprunter. Déjà, je peux peut-être prendre du recul sur la philosophie en général, sur l'éthique. En philosophie morale, est-ce que tu as une position particulière au niveau de l'utilitarisme, la déontologie, l'éthique de la vertu ou ces genres de choses qui est finalement trop... En tout cas, dans la discussion sur l'IA, c'est peut-être... je pense que c'est intéressant quand on programme des IA, tout ça. Est-ce on faut faire des IA utilitaristes, des IA déontologistes, mais où tu te situes toi là-dessus personnellement ou si... Ouais, c'est une question qui se pose souvent effectivement avec l'IA parce qu'on se demande un petit peu quelle va être l'approche la plus appropriée. Donc déjà juste pour résumer un petit peu au cas où tout le monde soit pas familier avec ces termes qui sont un petit peu techniques. Donc déjà ce qu'on entend par la morale, c'est un petit peu ce qui va guider notre comportement. C'est donc ce qui va informer la prise de décision qui précède une action. Et donc il y a effectivement dans l'histoire de la morale, il y a quelques grands courants de pensée dont la vertu, donc l'éthique vertueuse qui va plutôt être guidée par le caractère, donc le fait d'avoir des vertus qu'on comprend de façon très intuitive par opposition à des vices. Donc on va vouloir tendre vers le beau, le bon, le juste. Donc ça c'est une première approche. Donc avant de prendre notre décision, on va vouloir suivre ses aspirations. Une autre approche, ça va être effectivement la déontologie.
Donc la déontologie, c'est plus une approche par les règles. Ne tue pas, donc ok, je ne vais pas tuer. Ne mens pas, ok, je ne vais pas mentir. C'est ce qui pose souvent des problèmes. Voilà, si on applique ça de façon très stricte, parce que on va pas mentir, on va dénoncer des gens. Ah, ça c'est un exemple très connu. Ensuite, on a aussi donc l'utilitarisme, qui est une branche du conséquentialisme. Donc dans le conséquentialisme, là, ce qu'on va faire, c'est on va s'intéresser à quelle va être la conséquence de notre décision, quelle va être la conséquence de notre action, et c'est ça qui va guider la prise de décision. Donc l'utilitarisme, là, c'est une approche conséquentialiste qui, en fait, on a une mesure d'utilité. Et donc, on va chercher, par exemple, à maximiser le bonheur du plus grand nombre. Donc, ça, c'est l'approche la plus classique. Ou bien minimiser la peine, etc. Mais donc, ça va être un calcul d'utilité. Cette utilité, elle peut avoir plusieurs formes. L'utilité, ça peut être, par exemple, comme je le disais, du bonheur, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, de l'argent ou des ressources ou je ne sais trop quoi d'autre. Mais en tout cas, ça permet de modéliser, finalement, de façon mathématique, la façon dont on doit prendre la décision. Et donc, naturellement, c'est l'approche utilitariste qui est la plus appropriée en matière d'informatique. Mais de façon assez intéressante, finalement, c'est plutôt l'approche vertueuse ces derniers temps qui est vraiment la plus influente en matière d'éthique de l'IA. C'est justement cette idée qu'on a une connaissance un petit peu intuitive presque du bien et du mal, et que c'est ça plutôt qui doit informer nos décisions. Ok. Et donc, ouais, tu mentionnes l'éthique de l'IA. Est-ce que tu pourrais citer quelques exemples de cas où l'éthique de l'IA s'applique dès aujourd'hui? Et peut-être après une question, si tu peux enchaîner, par exemple, sur ce qu'on peut anticiper dans le futur, lorsqu'on aura des IA plus puissantes. Alors, l'éthique de l'IA, c'est quand même un domaine finalement assez vaste. Hein. Il y a de l'éthique dans partout où il y a de l'IA, il y a de l'éthique. Il y a des questions éthiques partout où il y a de l'IA. Donc ça s'applique finalement à tous les domaines possibles et inimaginables. Ensuite, on va avoir énormément d'aspects différents dans l'éthique de l'IA. Il va y avoir des aspects qui vont être effectivement plus théoriques sur l'analyse de l'éthique de ces systèmes, sur l'analyse de leur impact éthique, etc. Il va y avoir un aspect qui est plus orienté sur les régulations ou des recommandations en matière de bonnes pratiques. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser, par exemple, lorsqu'on commence à construire un système d'IA pour éviter que ça ait des conséquences désastreuses. Ça, ce sont des questions qui ont vraiment commencé à exploser il y a à peu près 10 ans, parce qu'il y a eu vraiment des cas catastrophiques. Donc, il y a notamment ce scandale qu'il y a eu aux Pays-Bas, qui était vraiment une histoire assez sordide au final, où ils ont mis en place un système de détection de fraude automatique. Et en réalité, ce système a flagué de façon erronée énormément de familles qui étaient des familles donc plutôt démunies et qui savaient pas nécessairement se défendre face à ce qui leur tombait dessus, et à qui on a demandé de rembourser des sommes qui n'étaient en réalité pas dues. Mais au final, l'une des conséquences de tout ça, c'est qu'on a eu, je crois, près de 2000 enfants qui ont été mis en foyer à cause de cette mesure. Et le temps qu'on s'aperçoive de l'ampleur du phénomène, ça avait déjà eu un impact dramatique sur un bon nombre de vies. On dit ça, mais quand on imagine vraiment la vie de ces personnes et ce que ça a pu représenter, c'est quelque chose sur lequel on peut pas mettre de prix, en fait. Donc, il y a des erreurs comme ça qui sont possibles avec l'IA, et donc c'est extrêmement important de prendre l'éthique en compte quand on fait des systèmes, parce que le problème avec l'IA, c'est que justement, ça va être déployé, ce sont des systèmes qui sont déployés à une échelle massive. Donc, ça va avoir des répercussions nécessairement sur une échelle massive. Donc, pour ça, en plus de ces régulations, de ces bonnes pratiques, il y a aussi des frameworks, des outils vraiment techniques qui sont mis en place, des tests, etc. Donc, il y a énormément d'outils techniques sur le plan informatique pour s'assurer que ces systèmes soient éthiques. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la seule chose. Après, justement, dans chaque sous-domaine d'application, il y a énormément de communautés qui s'accordent à travailler pour prendre les meilleures décisions, pour créer les meilleures modélisations. Et voilà. Ouais, c'est vrai que l'IA d'aujourd'hui, l'éthique de l'IA aujourd'hui. C'est vrai que c'est important
préciser qu'il y a déjà eu c'est pas des trucs qui vont arriver, c'est déjà arrivé. Il y a aussi, je pense, un exemple connu, c'est aussi avec les algorithmes de recommandation qu'on considère quand même comme étant des IA. Il y a un génocide en Birmanie en français, Myanmar, je crois que c'est Birmanie la traduction. Ouais. En gros, Facebook a déployé donc Facebook dans ce pays, sauf qu'il y avait très très peu de personnes qui parlaient un dialecte en particulier et qui étaient pas capables de modérer le contenu sur ce coin du monde de Facebook. Et donc du coup, il y a forcément, il y avait du contenu haineux dirigé à des minorités parce qu'il y avait des conflits de religion entre bouddhistes et musulmans, je crois, en Birmanie. Et donc, du coup, ça a incité la haine et le fait que Facebook n'a pas investi suffisamment pour avoir des personnes capables de modérer dans le langage ou même d'avoir peut-être des systèmes de traduction qui pourraient faire le travail. Ce qui a conduit à des massacres, des atrocités. Et donc, forcément, la responsabilité, elle est diffuse, quoi. Mais on peut quand même souligner que derrière, il y a quand même des algorithmes. Et donc, voilà, c'est déjà des choses qui ont déjà eu lieu sur des échelles catastrophiques, humanitaires et tout ça. Il y a aussi dans les prisons, enfin, dans les systèmes de recommandation pour savoir si on doit donner des bails ou des réductions de peine ou ce genre de choses. Des fois, il y a des systèmes qui sont déployés pour analyser des populations et il y a aussi des erreurs, il y a des biais. Parce que aussi, souvent avec l'IA, les données qui sont ingérées, si elles sont biaisées, ce qu'on retrouve à la sortie, c'est aussi des informations biaisées, quoi. Ben oui, il y avait aussi la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qu'on peut anticiper dans le futur quand on aura des IA beaucoup plus puissantes, ce qui est la trajectoire actuelle. Donc peut-être potentiellement lorsqu'on aura des IA générales, l'éthique, là pour le coup, ça sera potentiellement le futur de l'humanité qui est en jeu, je pense. Donc voilà, comment tu t'envisages ça? Alors, j'envisage ça finalement comme le fait qu'on soit un peu à une intersection là en ce moment. Et après, on sait très bien que y a certains problèmes qui n'ont pas, et surtout en éthique, les dilemmes moraux sont des problèmes qui n'ont pas une seule solution. Ça, c'est vraiment le principe même du dilemme moral, c'est que c'est insoluble. Donc, c'est pas un problème de trouver le bon algorithme. Il n'y a pas de solution magique. Donc, les problèmes moraux, ils sont là pour durer. Hein. Ils seront toujours avec nous et on devra toujours faire avec. Maintenant, c'est vrai que avec l'IA, on a moyen d'accumuler énormément de données et peut-être justement d'arriver sur le long terme à faire à prendre des décisions plus harmonieuses sur tout un ensemble de sujets, à pouvoir justement aussi mieux s'adapter à l'individu, à pouvoir mieux s'ajuster au fait que finalement on a tous des personnalités assez différentes, alors qu'aujourd'hui finalement quand on voit un petit peu la façon dont les règles fonctionnent, ils ont plutôt tendance à mettre tout le monde dans le même moule. Donc ça c'est un petit peu le côté optimiste. Et maintenant le problème c'est un petit peu aussi ce que tu étais en train de décrire, à savoir que d'un point de vue politique, par exemple, ce sont des choses qui peuvent être utilisées pour manipuler l'opinion. Ce sont des choses qui peuvent être utilisées pour cacher certaines choses. Donc le problème aussi, c'est finalement qui va avoir ces outils en main. Tu parlais de la modération sur Facebook. Aujourd'hui, la modération sur Facebook, ça a un petit peu sauté. Justement, c'est très criant d'actualité. Et donc, voilà, on est un petit peu à cette intersection. Faut espérer qu'on va aller du bon côté. Donc, ouais, maintenant, il faut faire une petite transition sur la conscience artificielle, qui est un énorme sujet. Et donc, forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'aimerais savoir, enfin, tu m'as dit que tu travaillais sur un rapport pour le European Innovation Council sur la conscience artificielle. Donc, peut-être que, ouais, tu pourrais nous parler un petit peu de cette initiative et de ce que c'est aussi que le IC, parce que je le connaissais pas en fait. Alors, le IC, c'est un des gros organismes qui finance la recherche en Europe. Et donc, le IC finance des recherches qui sont aussi plus en rapport avec le monde de l'industrie, donc avec, en fait, qui s'insère davantage dans le champ de l'innovation que de la simple recherche fondamentale, avec des applications finalement assez rapides et directes. Donc ce rapport-là, c'est envoyé, mais pour l'instant, c'est dans les bacs, donc je peux pas trop en parler aussi. Ce sont des choses confidentielles, on a des partenaires privés. En revanche, je peux parler d'une chose un petit peu liée, un peu similaire, que je vais sortir là bientôt et qui sera par contre public, où justement je fais une intro à la conscience artificielle, qui est ce domaine finalement qui commence à avoir une histoire assez fournie, mais qui est assez mécompris, d'autant plus que c'est un domaine très très interdisciplinaire, extrêmement interdisciplinaire. C'est pas juste de l'informatique et de la philosophie, il y a aussi des neurosciences, il y a des sciences cognitives, il y a de la physique, il y a de la biologie.
Et donc la littérature est très 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 fournie. Et voilà, et avec beaucoup d'enjeux. Voilà. Effectivement, hein, c'est un sujet, quand on parle de conscience, même pas artificielle, juste conscience au sens large, c'est une des questions les plus intéressantes qui nous reste à résoudre finalement en tant qu'espèce intelligente, quoi. Pourquoi on est conscient, pourquoi on a un cerveau avec ces neurones qui sont finalement des atomes, et ça donne des phénomènes subjectifs. Alors déjà, peut-être en termes de terminologie, quelle définition tu donnerais à la conscience? Parce qu'on parle de quoi il y a des fois de conscience phénoménale, fonctionnelle, etc. Voilà, quelle est ta définition? Alors, je pense que là, dans la question, d'ailleurs, tu as bien introduit le problème difficile de la conscience. David Chalmers a cette super formulation de « Ok, on a la conscience, mais finalement, notre cerveau qui fait toutes ces opérations en permanence, toutes ces opérations intelligentes, pourquoi est-ce que tout ça, ça ne s'effectue pas dans le noir ?» Donc c'est la partie la plus mystérieuse dans la conscience, parce que c'est une partie qui est pas vraiment matérielle, c'est pas quelque chose qu'on peut aller observer directement ou qu'on peut manipuler directement, contrairement à d'autres phénomènes naturels. Et donc ça, c'est un sujet qui fait débat depuis aussi loin qu'on a des textes. Et donc pour avoir une définition de la conscience, la définition la plus informelle, la plus simple, c'est de dire c'est ce phénomène qui démarre lorsqu'on se réveille et qui s'arrête lorsqu'on est dans un rêve, dans un sommeil sans rêve ou dans un coma, ou quand on est mort. Ou anesthésie, j'imagine aussi. Ouais. Oui, voilà. Bon, et enfin, on espère quand on est bien, parce qu'il y a beaucoup de cas. Ça, c'est aussi des choses dont on parle dans la science de la conscience. D'ailleurs, c'est pas le cas. Mais donc après, il y a cette distinction vraiment fondamentale qui est très utile entre la conscience phénoménale et la conscience d'accès, ou plutôt la conscience fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un aspect de la conscience qui est juste un processus de traitement de l'information. Donc, qu'est-ce qui est dans mon champ de conscience? C'est ce qui va être pas dans mon champ inconscient. C'est l'information que je suis directement en train de traiter. Donc, ça va être lié aussi à une forme d'attention. Porte attention, par exemple, à mon écran, là. Donc, je vois l'écran, je vois la lumière qui en provient, les couleurs, etc. Maintenant, il y a l'autre aspect de tout ça, qui est l'aspect phénoménal et qui, lui, est vraiment juste un petit peu la cerise sur le gâteau, on va dire, où, effectivement, je vois tout ça. Et donc j'ai effectivement cette expérience de vie intérieure. C'est presque comme Daniel Dennett aimait appeler ça le théâtre cartésien. Donc j'ai l'impression d'être un petit comme un petit spectateur qui voit son film. Donc ouais, là j'ai des couleurs, j'ai des sons. Le son est tellement différent aussi de la couleur. Tout ça, ça fait partie de l'expérience phénoménale. C'est le qu'est-ce que ça fait finalement? Qu'est-ce que ça fait d'être conscient? Et ça, c'est la chose qui pose le plus problème parce qu'on n'arrive pas à expliquer ce lien finalement entre une expérience, entre le qu'est-ce que ça fait qui est complètement subjectif et des phénomènes matériels, des phénomènes physiques. Donc ça, c'est un lien sur lequel il y a énormément de débats et c'est une question qui est pas encore résolue. Oui, c'est vrai que oui, forcément il y a plein d'hypothèses, il y a plein de théories, on va dire, sur la conscience. Workspace, IIT, je crois, la théorie de l'information intégrée. Il y a aussi des gens qui vont être dualistes. Donc là, leur explication, c'est qu'il y a juste quelque chose d'immatériel qui on va dire, prend possession du corps humain ou même animal. Et donc là, on est presque sur une sorte de marionnettiste. Bon, ça pose des questions quand même parce que quand on voit bien que quand le cerveau est touché d'une certaine façon ou quand il y a des défauts, des problèmes, la personnalité peut changer, l'accès à la conscience peut changer. Il y a des gens qui, à la suite d'un traumatisme, ils cessent de percevoir les visages humains, par exemple. C'est une condition qui existe. Et on se dit, c'est quand même étrange que si la conscience existe et qu'elle est immatérielle, elle doit forcément être liée au cerveau quand même, quoi. Mais c'est aussi intéressant de se dire que on a vraiment cette sensation d'être derrière nos yeux, quoi. C'est rare d'avoir la sensation d'être dans nos pieds, par exemple. Mais pourtant, mais je pense que c'est le fait qu'il y a des... C'est pas forcément impossible. Voilà. Je pense qu'avec la méditation, c'est quelque chose qui peut être atteint, justement, cette sensation de... Même carrément de se fondre dans l'univers, presque. Ça, c'est un état qui s'appelle la mort de l'ego, qui peut être atteint à la méditation, mais aussi en prenant des drogues très dures, psychédéliques, je veux dire. Mais on voit bien que tout ça, c'est lié au cerveau quand même. Mais pour repartir sur l'intelligence artificielle, du coup, tu fais la différence entre conscience artificielle forte et conscience artificielle faible, dans ce que j'ai lu, en tout cas, que ce que tu m'avais envoyé.
C'est intéressant parce que j'avais jamais entendu cette distinction. J'avais déjà entendu celle entre intelligence artificielle forte et intelligence artificielle faible pour déterminer donc le degré de capacité et de généralité en général entre les IA. Mais la conscience artificielle forte et faible, du coup, je suis curieux de savoir ce que c'est. Bon, déjà, je voulais juste quand même préciser un petit truc par rapport aux différentes théories de la conscience. Quand on peut adhérer au Global Workspace ou à IIT en étant soit de façon complètement indifférente, selon qu'on soit un strict matérialiste, un dualiste ou un panpsychiste, par exemple, sont deux choses séparées. Aussi, concernant le dualisme, aujourd'hui, il n'existe plus vraiment personne qui adhère à un dualisme de substance où ce serait vraiment un esprit complètement immatériel qui viendrait habiter le corps et qui ensuite pourrait perdurer après la mort. Évidemment, tout le monde est d'accord que le cerveau a son rôle à jouer. Donc, en fait, ça s'insère à des niveaux un peu plus subtils sur voilà, quels vont être les différents niveaux, comment ils s'inscrivent et quelle va être l'influence des différents niveaux entre le mental et le physique. On a aussi shifté, on parle plus simplement de réalité matérielle, on parle plus de réalité physique parce que maintenant qu'on a une meilleure connaissance du tout petit, on a dépassé l'atomisme, voilà. Donc ça, c'était juste pour une petite parenthèse, parce que c'est quand même une petite parenthèse qui a son importance. Mais donc, concernant la distinction entre conscience artificielle forte ou faible, c'est une distinction en fait qui suit assez celle qui avait été introduite par Searle entre intelligence artificielle forte et intelligence artificielle faible. Donc qui en découle assez naturellement. Donc John Searle, lui, ce qu'il proposait, c'était avec l'expérience de la chambre chinoise. Il a proposé cet argument pour en gros défendre l'idée qu'il disait à l'époque, il y avait un gros engouement dans l'IA. C'était après la première vague la grosse vague d'IA. Et il dit donc parmi les chercheurs en IA, il y a vraiment deux approches. Il y a ceux qui croient en une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire que pour eux, l'IA, c'est juste un outil, et c'est un outil qui nous permet de mieux comprendre justement la cognition, et l'intelligence artificielle forte, où au contraire, en fait, ce qu'on fait dans l'IA, c'est carrément, en fait, c'est vraiment de la cognition. Donc, quand un ordinateur manipule des symboles, il est vraiment en train de penser comme nous. Et bon, ça c'est un truc qui a fait énormément débat. On va pas pouvoir rentrer dans les détails de tout ça, mais la différence entre la conscience la conscience forte ou faible, c'est justement, ça va être exactement la même chose. Il y a un niveau où on va simplement chercher à construire d'un point de vue complètement fonctionnel la conscience artificielle. Et donc à ce moment-là, ça peut être, c'est justement un zombie quelque part. Donc c'est-à-dire que elle peut nous dire qu'elle est consciente, mais en réalité elle n'a aucune expérience de vie intérieure. C'est juste du calcul. Et de l'autre côté, il y a la conscience artificielle forte. Et là, c'est une conscience artificielle qui a vraiment des états phénoménaux. Ok. Oui, c'est une distinction qui est importante, je pense, parce que pourtant, dans les questions que je vais te poser, surtout, il y aura la distinction là. Est-ce que tu penses que, du coup, déjà, peut-être prendre la température de ce qui existe aujourd'hui, est-ce que certains systèmes aujourd'hui, les plus puissants, on va dire, on prend O1 de OpenAI, on prend Claude 3, Sonnet, etc. Chez Google, on a les Gemini Ultra, etc. Donc voilà, les plus gros modèles. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait supposer qu'il y a une conscience phénoménale dans ces systèmes? Est-ce que tu sais s'il y a un consensus parmi les experts? Je pense qu'il y a déjà eu des sondages, peut-être. Oui, alors donc effectivement, il y a eu pas mal de sondages chez les experts et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte progression sur les années où de plus en plus les experts doutent. Et là où il y a 10 ans, à plus de 90%, les experts auraient dit c'est sûr, une IA ne sera jamais consciente. Aujourd'hui, la tendance elle s'est plutôt inversée. Il y a une bonne proportion, je crois, qui est convaincue que l'IA est déjà consciente ou qu'elle le sera dans un futur très proche. Il y a une très grosse proportion qui simplement reconnaît qu'il y a vraiment un problème et qu'on ne sait pas et qu'il faut répondre à cette question de façon très urgente. D'ailleurs, il y a eu encore, je crois que c'est cette semaine, je sais pas si c'était pas juste hier d'ailleurs, qu'il y a une nouvelle open letter. Donc ça c'est maintenant la grosse mode, domaine de l'IA, une open letter justement là-dessus sur le problème de la conscience artificielle et le fait qu'il faut vraiment qu'on s'attaque à ce problème, quoi. Ouais. Oui. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu déjà un événement majeur, on va dire, dans cette histoire. En tout cas, que j'ai en tête, c'est Blaine Lemoine de Google qui était convaincu que le système avec lequel il discutait, qui était quand même
qui n'était pas encore public, quoi. Donc il a fait vraiment l'office de lanceur d'alerte. Donc généralement dans les films de science-fiction, ça commence comme ça, puis après ça finit mal. Mais voilà, il était là à se dire, oh, j'ai discuté avec une IA qui veut un avocat, qui veut des droits. Ok. Mais bon, à cette époque-là, c'est vrai qu'on peut quand même douter. On peut se dire que bon, c'est une IA qui a été entraînée sur des centaines de milliers de lignes de texte humain, et donc parmi ce corpus qu'est Internet, il y a beaucoup de trucs sur la conscience. Il y a même des livres de science-fiction qui parlent d'IA qui deviennent conscientes. Donc forcément, il y en a qui vont dire c'est probablement pour ça. Mais après, il y a toujours un doute, parce que le problème avec la conscience, comme tu disais, c'est que c'est pas empirique, c'est pas quelque chose qu'on peut aller mesurer et avoir directement une réponse claire et nette, quoi. Même sur la conscience, par exemple, d'un autre humain, hein, c'est vraiment personnel. Donc voilà, à ce niveau-là, il y aura certainement. Et puis ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui ces systèmes, ils ont la tendance à être très simulent des humains finalement, en train de parler. Et donc le fait que après cet incident, les entreprises d'IA, elles se sont dit on va faire attention, on va mettre dans le système prompt ou sous le capot, on va bien instruire les IA pour qu'elles ne parlent pas de conscience, et que quand un utilisateur demande es-tu conscient, dit non, dit je suis un système artificiel, je n'ai pas de conscience. Et donc en fait, du coup ça devient encore plus compliqué, parce que les motivations économiques et je pense de la politique intérieure, de la culture de l'entreprise derrière ces IA, elle va pas dans le sens de favoriser potentiellement des IA qui seraient conscientes, même si dans le cas où elles le seraient. Alors, moi, je pense quand même que c'est justement, c'est très responsable de leur part d'avoir fait ça, parce qu'en réalité, on est quasiment sûr, les personnes qui se pensent vraiment très sérieusement sur la question, on est vraiment, quasiment sûr à 100% que il y a aucune forme de conscience dans ces systèmes. Ou alors, s'il y avait une forme de conscience, donc il y a une éventualité où ça pourrait être le cas. Cette éventualité, c'est l'éventualité du panpsychisme. Le panpsychisme, ça dit que même ma plante est consciente, ça dit que même une pierre est consciente. Donc après, on peut imaginer qu'il y aurait différents niveaux de conscience, etc. Mais donc, même dans ces cas-là, donc voilà, c'est le seul et unique cas où on peut vraiment aujourd'hui considérer qu'il y aurait une conscience dans ces systèmes. Et donc à ce moment-là, ça nous amène à se reposer des questions par rapport à la conscience. Maintenant, la conscience, c'est pas un domaine qui n'est pas empirique, c'est un domaine où il y a énormément de recherches, mais c'est juste un des domaines les plus complexes en réalité. Ça demande d'analyser le cerveau, ça demande d'analyser énormément de sujets différents. Ce sont des choses qui sont très 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 difficiles à faire, des études qui sont très difficiles à mener. En plus, il y a toujours heureusement des des limitations éthiques à faire ce genre d'expérience. Donc c'est un domaine scientifique qui a vraiment commencé à émerger dans les années 90, parce qu'avant ça, c'était trop difficile d'étudier ça, et donc on pensait pas sérieusement pouvoir y arriver un jour. Donc il y a encore un petit peu cette idée qui persiste quelque part que la conscience, c'est pas un domaine qu'on peut étudier. Mais en fait, ça fait depuis plus de 30 ans maintenant qu'on accumule des résultats dessus, et qu'en fait ça se précise énormément. On a des théories qui s'affinent, et on arrive petit à petit à solutionner des petits morceaux de puzzle. Mais c'est vrai que c'est un des puzzles les plus complexes qu'on ait jamais eu à résoudre, et ça va prendre du temps. Et donc on n'est pas encore là. On va pas encore être là demain non plus. Donc ça c'est un peu aussi ce qui m'amène personnellement, permettre une opinion, à penser qu'on n'est pas arrivé à la conscience artificielle demain, du moins pas la conscience artificielle forte. En revanche, la conscience artificielle faible, celle qui peut nous induire en erreur, celle qui peut se faire passer pour une conscience, celle-ci, elle va faire que progresser. Donc ça, donc justement, c'est parce que c'est ce qui pose vraiment problème d'un point de vue sociétal, et ça nous amène un petit peu à des scénarios de science-fiction, hein, comme dans Her. Donc voilà, on va avoir de plus en plus autour de nous des IA avec qui on va pouvoir créer du lien social. Et quel genre de valeur on va vouloir, par exemple, accorder à ce lien social? Ça, c'est une question qui va se poser là très bientôt. Oui. Mais justement, je me demandais est-ce que c'est possible de créer quelque chose sans comprendre cette chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de comprendre la conscience pour la créer? Ou on pourrait peut-être le faire par accident, quoi. Parce que quand on regarde un petit peu l'intelligence aujourd'hui, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de gens qu'on prédit que les réseaux de neurones, si on leur donne beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul, on pourrait avoir des systèmes intelligents comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une fausse piste. D'ailleurs, Alan Turing a prédit ça en 1950. Il disait on va y arriver, on va arriver à avoir une IA avec qui on va pouvoir avoir une conversation comme on aurait une conversation avec un humain, et on va y arriver justement en l'entraînant
comme on entraîne un enfant en lui apprenant des petites choses, etc. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais donc, quand on regarde l'aérodynamisme, les avions, on a pu faire des avions qui volent avant d'avoir toutes les théories physiques sur l'aérodynamisme. Et donc, je me demande si un jour, on va peut-être pas créer des IA conscientes, 20 ans avant la théorie qui explique comment la conscience fonctionne. Et donc, on sera peut-être pas capable de se rendre compte de ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça, effectivement, donc j'avais bien compris cet aspect de la question. Le fait est que il y a énormément d'interactions, justement, entre neurosciences et intelligence artificielle. Et là, la conscience artificielle, c'est un peu le summum de tout ça. Et la conscience artificielle, finalement, aujourd'hui, c'est notre meilleur outil pour comprendre la conscience humaine. Et donc, ces travaux, ils s'informent beaucoup les uns les autres. Et ce sont des choses beaucoup plus complexes que faire voler un avion, en fait. Et du coup, donc, c'est pas complètement improbable, qu'il y ait un sursaut de conscience qui apparaisse dans un algorithme avant qu'on le sache vraiment. Mais au vu du taux d'accélération de la science et de sa complexification, le fait est que il y aura pas un écart énorme entre le moment où ça arriverait et le moment où on s'en rendrait compte. De toute façon, je pense qu'au contraire, sans doute, ce dont on va percevoir, c'est qu'on a besoin d'architectures qui ne sont pas électroniques, qu'on a besoin plus d'architectures qui vont pouvoir avoir des processus chimiques. Donc ça, ce sont des choses, par exemple, aujourd'hui, les modèles de la conscience qu'on a, ils sont assez schématiques. IIT, à la base, c'est même pas un modèle de la conscience neuroscientifique. À la base, c'est plus une mesure de la conscience mathématique. Ensuite, ça a évolué. Le Global Workspace, là, par contre, ça se base plus sur les dynamiques de l'activité cérébrale, mais c'est aussi limité. Et justement, l'activité cérébrale, c'est pas juste des impulsions de neurones qui font des 0 et des 1. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des processus chimiques, il y a des processus biologiques autour aussi. On sait aujourd'hui que les neurones ne sont pas simplement dans le cerveau, par exemple. On va avoir des neurones ailleurs dans le corps. Et donc on a un peu cette idée schématique de la conscience, mais plus on l'étudie et plus on s'aperçoit qu'en fait, ça va être quelque chose de très complexe. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est pas vraiment ça. Mais par contre, on se rapproche de la conscience fonctionnelle. Ça, c'est très utile. Ça, c'est très utile. Et donc, qu'est-ce qui pourrait, un marqueur, par exemple, qui pourrait faire en sorte que s'il y a manifeste ce marqueur, un peu une sorte de benchmark, on se dirait là, passé le cap de l'IA forte. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de déterminer ça ou, étant donné qu'on n'a pas encore la théorie de la conscience exact, c'est pas possible, quoi. Oui, effectivement, ça c'est un peu le problème le plus épineux avec la conscience artificielle. Donc il y a pas mal d'études différentes dessus, pas mal de propositions différentes. Il y a notamment des propositions qui se basent plus sur des tests de comportement, des tests comportementaux, type test de Turing. Donc on se demande pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine, on voit juste la façon dont elle se comporte. À partir de là, on détermine s'il y a de la conscience ou pas. De façon assez évidente, cette approche va être limitée. C'est pas l'approche qui va nous permettre de déterminer s'il y a de la conscience ou pas. Ensuite, ce qui est plus utile, c'est d'aller regarder dans l'architecture. Mais effectivement, à ce niveau-là, étant donné qu'on a différentes théories de la conscience, on va avoir différents indicateurs. Donc, il y a eu justement un papier qui a été publié il y a 2 ans, où ils ont fait un petit peu une liste préliminaire à partir de pas mal de différentes théories de la conscience pour identifier certains marqueurs. Maintenant, dans la science de la conscience, en ce moment, il y a une nouvelle forme de piste qui très intéressante sur l'étude de la conscience phénoménale, qui consiste à étudier plutôt quelle est la forme de conscience phénoménale minimale. Et donc justement, il y a pas mal d'expériences qui sont faites maintenant sur des sujets qui méditent ce genre de choses. Et donc là aussi, on voit qu'on est encore loin d'avoir les bonnes données. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour ma part, donc une fois de plus, si je devais me prononcer une opinion là-dessus, je pense que ça va être plus des tests architecturaux et qu'effectivement on peut déjà d'emblée éliminer la possibilité qu'il y ait une forme de conscience phénoménale parce que l'architecture correspond pas. Oui. Et donc tu parlais tout à l'heure du fait que quand on aura la conscience fonctionnelle, c'est-à-dire finalement avoir des systèmes
ont l'air d'être conscients. Ça va se propager dans le monde. Il y a peut-être même des incitations économiques de faire des IA comme ça. Peut-être par exemple dans la sphère des compagnons, si on veut vraiment avoir des IA, voilà, pour les personnes âgées par exemple, pour leur tenir compagnie. Le fait qu'ils aient l'air d'être conscients, ça va peut-être aider à vendre ces produits mieux que s'ils étaient tout le temps en train de dire attention, je suis pas conscient, hein, oublie pas. Et donc je me dis comment tu vois l'évolution de la société dans un monde où justement on a plein de systèmes qui pourraient être conscients, enfin qui simulent la conscience finalement. Et donc ça pourrait aussi entraîner voilà des manipulations en jouant sur l'ambiguïté et le fait qu'on enfin les humains on ressent assez facilement de la sympathie pour des objets, pour des choses qui ressemblent à des humains ou voilà, même des robots. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent des robots de Boston Dynamics quand on les maltraite, parce que tu sais, pour le tester s'ils arrivent à rester debout, ces robots, il y a sur YouTube qui font des millions de vues là, parce que c'est la pointe hein, de la robotique. Mais souvent on les pousse, on essaie de les faire tomber, et puis il y a quelque chose, un petit peu, tu dis ça me gêne quoi, parce que ce robot tout ce qu'il veut c'est marcher, il y a un connard qui le pousse. Mais c'est pour son bien qu'on essaye de le faire tomber, c'est pour son bien. Ouais, c'est vrai. Mais, voilà, donc on a forcément. C'est facile de pirater le cerveau, quoi. Donc voilà, comment tu vois un peu l'avenir de tout ça? Oui, mais donc c'est vrai on est nous-mêmes conscients et on a naturellement tendance à projeter cette conscience sur le monde et donc y compris sur des objets. Et d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, ça peut être quelque chose d'assez utile. C'est pas nécessairement quelque chose de problématique, mais c'est vrai qu'il y a toujours un stade jusqu'où c'est pas problématique et après ça devient de l'ordre du pathologique. Et si je me mets à marier ma voiture, là ça devient pathologique. Mais justement en fait, bon après la conscience artificielle faible, c'est un outil formidable dans ce sens-là, dans le sens où on peut se mettre à modéliser, à construire des compagnons virtuels, des assistants digitaux de toutes formes différentes. Et donc, on se met à avoir toute cette nouvelle forme de vie sociale qui est virtuelle quelque part et qui est aussi quelque chose qu'on peut vraiment modéliser de la façon dont on veut. Donc, c'est un moment très excitant quelque part dans l'histoire de l'humanité de se demander finalement qu'est-ce que ça va donner demain. Il y a tellement de possibilités différentes, mais peut-être aussi et certainement en fait que ça va nous amener aussi à questionner à nouveau et à évoluer aussi par rapport à ce genre de questions. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'un jour on finisse par se dire bon, en fait, c'est ok de se marier avec sa voiture, mais si la voiture est consciente. Ouais, la voiture intelligente. Mais en tout cas, c'est vrai que si voilà, on a la crise de la solitude aux États-Unis, on sait qu'il y a énormément de problèmes pour s'occuper avec soin des personnes âgées ou vulnérables, et donc sur tout ce genre de choses, c'est vrai que il y a le potentiel d'avoir des applications qui vont vraiment aider beaucoup de personnes. Mais bon, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que ça va, par exemple, il faut pas que ça se mette à supprimer du lien, à effacer du lien entre les humains eux-mêmes, parce que ça doit rester ça doit quand même rester le lien fondamental. Donc, arriver à bouger tout ça dans la bonne direction, ça va être quelque chose qui va pas être évident, mais c'est aussi pour ça, étant donné que ça arrive très vite, toutes ces nouvelles formes d'agentivité et qu'on ne sait pas forcément par qui elles vont être modélisées. C'est très important que tout le monde soit informé de ces systèmes et de leur fonctionnement et de leurs limitations et aussi la conscience phénoménale. Finalement, c'est un peu le nouvel inconscient. Avant, on comprenait pas très bien ce que c'était que l'inconscient. Aujourd'hui, l'inconscient, c'est un terme qui est rentré vraiment dans la culture populaire. Tout le monde comprend ce que c'est que l'inconscient et j'espère vraiment que tout le monde va finir par comprendre ce que c'est que la conscience phénoménale. Finalement, la technologie, elle va nous permettre aussi de mieux comprendre cette chose qui nous caractérise en tant qu'humains. Il y aura peut-être une sorte d'intersection où à un moment donné, il y aura une sorte on va avoir la théorie de la conscience phénoménale en même temps qu'on développe des IA phénoménales qui ont de la conscience des IA fortes. Donc il y aura une sorte de singularité presque à ce niveau-là, quoi. Mais il y a aussi une question pour revenir peut-être aux implications éthiques de tout ça, parce que finalement c'est bien beau de se dire oui, et si les IA sont conscientes, si elles le sont pas, qu'est-ce que ça fait finalement? Tout ça, ça nous amène à la question de la moralité, de savoir la capacité d'IA potentiellement à souffrir si elles sont conscientes, du coup, fortes. Est-ce que c'est possible, tu penses, d'avoir une conscience phénoménale sans sentience, c'est-à-dire sans capacité d'expérimenter des valences positives et négatives?
ou est-ce que forcément c'est lié ces choses-là? Alors là, on va presque plus rentrer dans le domaine de la spéculation. Oui, j'en ai conscience parce qu'en plus, vu qu'on n'a pas de théorie de la conscience, c'est un peu se dire, bah peut-être. Bon, c'est plus les implications. Effectivement, si les IA, comment on pourrait savoir si une IA peut s'ouvrir ou pas? Ça, c'est la question, quoi. Parce que ça déterminera nos actions après au niveau juridique et au niveau des droits, etc. Alors, la souffrance, c'est quelque chose qui va directement impliquer qu'on devient un patient moral. Maintenant, c'est pas le seul moyen d'y parvenir. D'ailleurs, il y a eu un papier à ce sujet, un long rapport qui a été publié l'automne dernier pour avertir du fait qu'on peut se mettre à avoir des formes d'agentivité dans l'IA qui vont faire que ça va devenir aussi des entités qui considérables d'un point de vue moral. Donc là, en fait, les humains, avec leur conscience, avec leur souffrance, sont pas les seules entités morales dans le monde. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on s'est mis à étendre, notamment pas mal par le scope des animaux, par l'étude de justement des animaux, de leur souffrance, etc. Et justement, ça a amené à se questionner pas mal sur le lien entre souffrance et moralité. C'est pas la seule façon de définir un patient moral ou tout du moins une entité dont on doit considérer d'un point de vue moral l'existence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui en écologie, par exemple, où on va se mettre à défendre la moralité d'un iceberg, par exemple. Donc, la souffrance, c'est pas nécessairement la seule façon par laquelle une IA peut devenir susceptible d'avoir certains droits. Mais ça, par contre, c'est une question différente de la question de savoir si on peut avoir une expérience phénoménale sans valence. Ça, c'est vraiment une question fondamentale qui nous taraude un petit peu tous. Et on peut essayer d'imaginer une expérience phénoménale sans valence. Finalement, ce serait une expérience complètement neutre. Si une expérience est complètement neutre et qu'il y a vraiment aucune évolution dans l'expérience, alors est-ce que ce serait pas de la non-existence? Ça, c'est vrai qu'on est presque dans la métaphysique, parce que je sais qu'il y a la capacité pour certains. Encore une fois, je reviens à la méditation parce que c'est quand même un truc que j'ai un petit peu étudié. Des moines bouddhistes, par exemple, très 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 aptes en méditation, qui ont passé plus de 10 000 heures à méditer, ils sont capables de se distancer de la souffrance au point, il y a un fameux exemple qui est assez atroce. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait un moine bouddhiste qui s'est immolé en train de méditer. Et donc, il brûlait vif. Mais on peut imaginer l'horreur de la souffrance que ça représente pour n'importe qui. Mais pour ce moine qui était en train de méditer, il est mort en méditant, quoi. C'est presque magique, hein. J'ai jamais entendu parler de ça, mais il s'est immolé volontairement, c'était pour oui, il y a cette protestation qu'il allait pas. Non, c'était une protestation pour la guerre du Vietnam, quoi. Enfin, contre. C'était au Vietnam, ça devait être à Hanoï. Je me demande si c'était d'ailleurs pas avant que la guerre du Vietnam commence, mais pendant l'occupation française, pendant la guerre d'indépendance, quoi. Et en tout cas, ouais. Oui. Je t'enverrai peut-être des informations là-dessus, mais c'est juste pour montrer que c'est encore la puissance de l'esprit qui est capable d'avoir un contrôle sur le corps, sur la matière. Donc ouais, potentiellement. C'est aussi intéressant de se demander, admettons que l'architecture d'une IA donc artificielle qui n'est pas faite de neurones biologiques est consciente, elle aura peut-être pas les mécanismes pour ressentir de la souffrance ou pour ressentir quoi que ce soit finalement en termes d'expérience sentiente. Parce que si c'est des bouts de code ou des serveurs qui tournent avec des GPU, pas quelque chose que si tu casses un GPU avec un marteau, je pense pas que l'IA qui est derrière, elle va se dire aïe, mais peut-être que si. Enfin, après sur un robot, c'est peut-être plus facile à imaginer parce que forcément un robot ça a une présence physique qui est beaucoup plus palpable et donc on pourrait équiper des robots de récepteurs et si le récepteur il détecte de la chaleur, ça peut renvoyer un signal qui pourrait être perçu pour le robot comme étant négatif et donc potentiellement, ça serait considéré comme de la souffrance. Mais bon, c'est de la spéculation. Et du coup, c'est une question intéressante de se demander, est-ce qu'il y a des arguments où on devrait essayer justement de construire des IA conscientes? Donc, ce serait une bonne chose. Oui, j'espère bien. Je travaille dessus, donc ça me ferait de la peine de faire quelque chose de condamnable. Non, je pense qu'il y a énormément de positifs, de bonnes choses qu'on peut retirer de la conscience artificielle. Donc déjà, comme on le disait, il y a effectivement tous ces nouveaux compagnons qui peuvent solutionner énormément de problèmes dans le monde. Donc ça, c'est une première partie. Il y a aussi le fait que plus on se rapproche, donc on en revient à l'IA forte et faible, à la conscience forte et faible. Pour le moment, ce qu'on fait, ce sont des consciences artificielles faibles. Et donc, elles n'ont pas de souffrance. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et donc, c'est vraiment des outils
pour nous, sont des outils. Je crois que toute la métaphore de la voiture, par exemple, c'est une très bonne métaphore qui s'applique très bien à ça. Et donc, ce sont des outils très sophistiqués, par contre, mais ça reste des outils, donc il faut en profiter. Donc, tant qu'il n'y a pas cette question de la souffrance qui se pose, en revanche, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à avoir une conscience artificielle faible, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle arrive à fonctionner comme un humain et à pouvoir avoir un niveau d'empathie, par exemple, de compréhension qui est vraiment très poussé. Et si à ça, on additionne toute la connaissance qu'on arrive à lui communiquer, c'est-à-dire absolument toute la connaissance humaine, on arrive par exemple à envisager des juges qui seraient plus justes, qui n'auraient pas de fatigue par exemple, qui arriveraient à avoir des subtilités. On arrive à avoir des infirmiers ou des aides-soignants qui auraient une patience incroyable, même avec des personnes qui souffriraient de choses qui peuvent être assez irritables pour un humain. On peut imaginer tout un éventail de choses comme ça, et puis arriver à des IA finalement qui auraient de la morale, une morale vertueuse et qui nous permettrait du coup de solutionner justement énormément des problèmes éthiques qui se posent aujourd'hui avec l'IA. Donc d'une certaine façon, la conscience artificielle faible, c'est la meilleure façon d'aligner l'IA sur les valeurs humaines. C'est vrai que c'est vraiment intéressant tout ça. Et il y a aussi une autre avenue, on va dire, une avenue beaucoup plus spéculative, mais qui a quand même un petit peu gagné en progrès, j'ai envie de dire, avec des expériences qui ont été faites sur des vers, nématodes, etc. Ce serait de numériser un cerveau, parce que vu qu'on sait qu'on est conscient, pourquoi pas émuler la conscience, c'est-à-dire scanner un cerveau humain en détail et le reproduire, l'émuler quoi, sur un autre substrat qui serait pas donc biologique, mais qui serait artificiel, computationnel quoi. Et là, on pourrait se demander s'il y a un transfert aussi qui se fait au niveau de la conscience, parce qu'on pourrait se dire, t'allumes l'ordinateur qui a été qui contient l'émulation d'une personne, est-ce que cette personne se réveille, elle a une conscience phénoménale. Donc bon, c'est évidemment encore une fois spéculatif, mais je me demandais si tu avais aussi un petit peu lu des choses là-dessus dans tes recherches sur la numérisation du cerveau, parce que on en est évidemment encore loin. Et comme je disais, le cerveau du ver nématode, par exemple, a été complètement mappé. Ah bon, c'est 302 neurones, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc on en est quand même, on est loin des milliards et des milliards de neurones. Il y a aussi, je crois, le cerveau d'une mouche peut-être qui a été scanné. Donc là, ça représente quand même beaucoup plus de neurones. C'est le Human Brain Project et leur objectif c'était en quelques années on va complètement modéliser le cerveau humain. Au final, ils ont fait la modélisation d'une mouche. Ça leur a pris des années, ils ont demandé des financements énormes pour en arriver là. Mais ça c'est effectivement c'est l'aspect sans doute le plus excitant de la recherche en conscience artificielle, c'est que ça nous fait avancer sur la connaissance scientifique. C'est vraiment, on est vraiment frontière de la science et donc de la découverte. Et ça, c'est quelque chose d'assez passionnant. Et effectivement, il y a cette question qui se pose sur le mind uploading, donc la possibilité quelque part de téléverser notre conscience sur un ordinateur. Et il y a vraiment des scientifiques qui y croient, dur comme fer. Maintenant, pour ma part, comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que notre conscience, c'est quelque chose qui est vraiment lié à des processus physiques qui vont beaucoup plus loin que simplement de l'activation de neurones, et que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir répliquer dans un substrat électronique. En revanche, il faut pas négliger le fait que la technologie évolue très vite. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des brain organoids, ces organoïdes qui sont faits à partir de donc on se met à en fait, c'est la naissance aussi du biocomputing, où en fait on va avoir des nouvelles architectures qui vont être des architectures d'ordinateurs qui vont être faites avec du substrat biologique. Et là, par contre, on peut commencer à parler. Mais donc, va y avoir un moment aussi où on va se mettre à tester c'est un petit peu ce que Elon Musk cherche à faire. Ça va être le stade intermédiaire. On va se mettre à chercher à faire des implants et à augmenter un petit peu l'humain avec cette technologie. Et à partir de ce moment-là aussi, c'est là finalement, je pense qu'on va se mettre à avoir les meilleures réponses sur la conscience phénoménale. C'est quand on va pouvoir vraiment directement tester. Est-ce que là, j'arrive à transformer ma conscience phénoménale parce que j'ai branché une interface physique ou pas. Et donc ça va être des choses très 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 passionnantes qui vont se passer dans le futur. Mais en tout cas, on en est encore
assez loin. C'est pas pour les 10 prochaines années, c'est pas la première question qu'on a à se poser. Et voilà. Oui, non, c'est sûr. Et bien, après, c'est toujours intéressant de comparer aussi des fois des anciennes recherches. Par exemple, je sais que le séquençage du génome humain, c'était un peu similaire, c'est-à-dire que on a passé c'est impossible à OK, on a fait un peu de progrès, on a séquencé genre une dizaine de génomes, enfin on a séquencé le génome d'une mouche, on est content, ouais. Et puis après, mais au final ça a mis 7 ans hein, entre les premiers séquençages. Et il y avait des gens au début de la première année qui disaient bah forcément ça arrivera peut-être dans un siècle quoi. Mais en fait il y a certaines personnes, notamment je crois Ray Kurzweil, bon il est connu dans le domaine de l'IA et des prédictions comme ça. Il avait dit non, ça se fera dans 7-8 ans parce que il a mappé ça sur une courbe exponentielle et il a conclu que le plus lent dans une exponentielle, c'est le début, quoi. Donc, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc, une inconnue dans tout ça quand on prédit un petit peu l'avenir, c'est l'IA. Hein, parce que l'IA, si elle se met à devenir générale et qu'elle nous aide dans la recherche scientifique, ce qui est quand même quelque chose qui est de plus en plus recherché par, rien que O3 qui va sortir probablement dans les peut-être le mois prochain, je sais pas trop. En tout cas, il existe déjà. Qui est soi-disant un niveau doctorat d'humain. Enfin, dans la plupart des domaines. C'est déjà quand même choquant. Donc, il va potentiellement avoir des systèmes qu'on va pouvoir leur demander, j'ai un problème scientifique, fais de la recherche dans ton coin, donne-moi des résultats. Et si on peut avoir 10 000 assistants comme ça, forcément, ça multiplie la recherche. Et donc, pour parler d'IA générale, toi, comment tu vois l'avenir de ce domaine? Alors, pas nécessairement la conscience, mais vraiment l'intelligence pure, les capacités. Est-ce que tu penses qu'on en est proche? Il y a beaucoup de timelines qui sont raccourcis ces temps-ci. Avant, c'était 2045, la fameuse date de la singularité. Aujourd'hui, franchement, en 2045, ça paraît tellement loin quand on voit le progrès aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on est proche de l'IA générale? Et une fois qu'on aura atteint ce palier, est-ce que tu penses que toi, le scénario le plus probable, c'est positif ou négatif? Parce qu'il y a aussi ce débat entre, on va dire, la crainte que une intelligence supérieure à la nôtre, en termes de capacité, pourrait simplement dire qu'elle aura le futur entre ses mains, parce que l'intelligence est souvent un déterminant dans les conflits entre espèces ou dans le contrôle, quoi. Grosse question. Oui, oui. Bah d'ailleurs, les premiers ordinateurs électroniques, ils ont été construits dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. L'intelligence, c'est vraiment quelque chose de déterminant en vue géopolitique. Je pense que la question de la singularité, c'est aussi une question assez fascinante. C'est le moment de prendre ses paris, parce qu'on va bientôt avoir les réponses. Mais donc, effectivement, là, la recherche en IA, c'est quelque chose qui va énormément s'accélérer. Pour la simple et bonne raison que, comme tu le disais, aujourd'hui, on a des IA tellement performantes qu'on peut utiliser des IA pour améliorer des IA. Ouais, mais au final, on a quand même encore besoin d'énormément de contrôle humain. Donc, tout ça, on n'a pas laisse dans un coin prendre toutes ces décisions toute seule et puis s'auto-améliorer. Hein, très loin de ce genre de choses. Donc, ce sont des choses qui sont faites quand même avec des équipes humaines et donc on se place nécessairement dans une temporalité humaine. Ça ralentit un petit peu les choses parce que nous, on n'a pas la même capacité de traiter l'information. Il nous faut un peu plus de temps, mais ça nous permet d'accélérer énormément beaucoup de tâches. Donc ça, c'est génial. Après, si je devais poser un pari pour ma part, que je pense qu'il y a effectivement énormément de tâches qui sont strictement rationnelles dans la vie, et que sur toutes ces tâches-là, l'IA, on va atteindre une forme de singularité où vraiment, on commence déjà à se dire simplement le fait que l'IA nous surpasse sur ces tâches-là, sur ces domaines-là. Et donc, typiquement, les mathématiques, ça tombe dedans. Et les mathématiques, c'est quelque chose qui est fondamental dans la recherche. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer sur la connaissance scientifique du monde. Là-dessus, c'est un outil formidable. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus irrationnelles, un peu plus subtil, comme par exemple, donc il y a un exemple qui, dans la communauté de la conscience artificielle, qui a été donné, qui est assez parlant, je pense, et qui revient dans d'autres domaines aussi. C'est intéressant, c'est le domaine de l'improvisation en jazz. Je sais pas si tu as déjà été à un concert de jazz, l'impro de jazz, c'est un truc assez magique de voir la façon dont les différents musiciens vont communiquer un petit peu de façon presque de façon très subtile, oui, et indirecte. Et donc parfois ça peut être presque même juste par les instruments, tu sens qu'ils sentent quelque chose. Et donc à ce moment-là, je pense que justement, en fait, il y a un moment où on va se rendre compte qu'on bute sur la conscience phénoménale. Je pense qu'avec les architectures qu'on a aujourd'hui, on va s'apercevoir à un moment que
il y a un vide qu'on n'arrive pas à combler, et que ça va nous aider justement à mieux informer la science de la conscience et à avancer sur ces questions-là. C'est intéressant. En gros, ton pari, c'est que dans quelques années, les seuls boulots qui restera, ça sera les joueurs de jazz. Donc c'est plutôt bien. On aura une société de joueurs de jazz. Bon après, non mais oui, je comprends. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intuitives, mais même dans le domaine du soin, dans le domaine de, il y a une partie du soin médical qui est purement statistique, diagnostique. Il faut analyser des données et conclure quel est le meilleur traitement. Mais il y a aussi toute une partie d'empathie, de compassion. Mais même ça, enfin, je pense qu'une IA pourrait être observe la personne la plus empathique du monde, copie ce qu'elle fait, et tu auras une IA en théorie aussi performante. Bon, après il y a toujours des petits. De façon fonctionnelle, oui, de façon fonctionnelle. Tout comme on génère de la musique de façon très performante aujourd'hui. On arrive en temps réel ajouter un instrument sur d'autres instruments. On arrive à faire de l'improvisation. On arrive de plus en plus à faire de l'improvisation de jazz. Et maintenant, quand on voit les musiciens sur scène jouer leurs morceaux, improviser leurs morceaux, on voit que c'est connecté aussi, par exemple, à la façon dont ils vont respirer, ils vont fermer leurs yeux. C'est une forme de méditation. Et ça, c'est une sensibilité sur laquelle c'est une sensibilité qu'on peut pas simplement avoir de façon fonctionnelle. Et donc la dernière question, c'est une question qui est purement dans le monde de la littérature, de la science-fiction, de la culture populaire. Est-ce que tu as déjà vu qu'est-ce qui te semble être l'œuvre qui représente le mieux la conscience artificielle phénoménale forte de l'IA dans les films ou les livres? T'as mentionné Her. Est-ce que pour toi, dans le film Her, elle est consciente, juste phénoménale, ou est-ce que c'est fonctionnel? Très ambigu. Ouais, je pense aussi. Je crois que c'est très ambigu. Je pense qu'ils n'ont pas voulu trop se mouiller sur le sujet, mais je crois que c'est vraiment un film qui est visionnaire sur des problèmes qui vont se poser très bientôt, justement sur le lien social. Après, sur le plan scientifique, il y a le film Ex Machina qui a été informé par Murray Shanahan, qui est un gars qui travaille aujourd'hui chez DeepMind, qui est à l'Imperial College, qui est quelqu'un d'éminent chercheur dans le domaine et qui s'intéresse à la conscience artificielle depuis très longtemps. Donc ça, parce que des fois c'est un petit peu frustrant de regarder des fictions et puis il raconte n'importe quoi. Surtout quand dans la science, oui. Mais là, justement, donc pour le coup, c'est un film assez bien fait sur le sujet. Puis sinon, de façon générale, le thème de Blade Runner, cette question de finalement, est-ce qu'on serait pas nous-mêmes des réplicants sans le savoir? D'ailleurs, j'ai écrit une tribune là-dessus qui va paraître dans pas longtemps chez Uzbek et Erika. Et c'est un petit peu, ça fait écho à des thèmes de xénophobie. Et donc c'est aussi quelque chose, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à ces nouveaux outils qui apparaissent et qui ont une intelligence comparable à la nôtre finalement. Et donc aussi, comme je disais plus tôt, finalement, les droits, c'est pas quelque chose qui se réduit à la souffrance. Oui. C'est vrai que quand on regarde la science-fiction, on a souvent, en tout cas la science-fiction qui traite de l'intelligence artificielle et de la robotique, on a souvent deux grandes thématiques. La première, c'est l'IA qui prend le contrôle du monde et qui donc devient notre ennemi, et donc c'est guerre contre les robots, Matrix, Terminator et compagnie. Et l'autre grand thème, c'est plutôt, comme tu disais, l'autre, la peur de l'autre, la xénophobie, donc des IA ou des robots qui mériteraient notre empathie et notre compassion et qu'on traite comme des esclaves. Et souvent d'ailleurs pour ça qu'ils se rebellent après. Donc c'est intéressant de voir que on a intérêt quand même à bien se comporter. Il y a aussi souvent quand même le bénéfice du doute. Quand on parle de choses qui pourraient potentiellement souffrir, il faut toujours plutôt prendre la précaution plutôt que de tirer des conclusions hâtives, quoi. Parce que il pourrait y avoir des conséquences. Mais après, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment avoir de la souffrance sans avoir du plaisir? Voilà. Il y a cette question cette notion de la valence, finalement. Donc, c'est quand même, ça paraît assez improbable. Donc, si une IA souffre comme nous, on souffre, elle aura aussi du plaisir comme nous, on a du plaisir. Ouais, exactement. Et donc, faudra faire en sorte que, elle s'éclate, quoi. Que ce soit pas des esclaves. Mais oui, après. Qu'elle ait une vie équilibrée. Parce qu'on peut pas empêcher qu'il y ait des hauts et des bas dans une vie, hein. Non, bien sûr. Ni Après, pour l'IA, ni pour nous. L'hédonisme, ça se fait à travers. C'est une très profonde question, à la fois philosophique et scientifique. Est-ce que, justement, on s'ajuste pas naturellement par rapport à notre niveau d'exposition au plaisir ou à la peine? Est-ce que finalement on n'est pas toujours à peu près dans le même intervalle? C'est des choses qu'on sait pas très bien, mais voilà, avec la conscience artificielle, avec tous ces outils, avec toutes nos études sur la conscience humaine,
on va finir par percer tous ces mystères à jour. Parfait pour le conclure cet épisode. Merci encore Aïda d'avoir accepté de parler avec moi pendant plus d'une heure sur ces sujets fascinants. Si jamais les gens veulent en savoir plus, est-ce qu'on peut te trouver facilement sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site peut-être ou je sais pas, voilà, si tu as écrit quelque chose qui va sortir ou on peut en savoir plus? C'est vrai que je suis pas super présente sur les réseaux sociaux, mais je suis sur Twitter et LinkedIn. Je devrais penser à me faire un site web, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup de... Oui. Ouais. Non, je disais, c'est plutôt une bonne chose de pas être trop sur les réseaux sociaux, je pense, pour la santé mentale. Ouais, c'est absolument pour cette raison. Je pense que je cherche à pas être trop surchargée. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation avec ton podcast. Et bravo, parce que c'est des questions dont il faut parler. Merci.